la protection est une faiblesse et donc elle ne nous protège plus. Le problème de la France, c'est qu'il nous faudrait un LVMH de l'agroalimentaire, un LVMH de l'énergie, un LVMH de l'automobile. On a une fiscalité qui décourage la réussite. L'avantage des périodes de destruction créatrice, c'est qu'il y a des portes technologiques qui s'ouvrent en permanence. Je suis très optimiste pour l'avenir. Ça va nous permettre de lutter contre le réchauffement climatique. Donc c'est assez simple. Ce qu'il faudrait faire, c'est évidemment mettre... L'IA peut-elle relancer la croissance en Europe? Oui. L'IA détruit-elle plus d'emplois qu'elle n'en crée? Non. La robotique humanoïde va-t-elle marginaliser une partie des cols bleus? Oui. L'Europe est-elle en train de rater définitivement la course à l'IA? Non. La surréglementation européenne freine-t-elle l'innovation technologique? Oui. Peut-on encore bâtir un champion européen de l'IA face aux États-Unis et la Chine? Non, sur l'IA, à strictement parler, je pense que c'est trop tard. Sur d'autres technologies, oui. L'IA va-t-elle accroître les inégalités plus vite qu'elle ne crée de richesse? Oui, comme toutes les nouvelles technologies, et puis on corrigera. Nos dirigeants comprennent-ils réellement les enjeux de l'IA? Non. Les promesses de croissance portées par l'IA sont-elles exagérées? Non, elles ne sont pas exagérées. Le Mercosur est-il un bon accord? Très bon accord. Pour la retraite à 62 ans? Non, bien évidemment non, c'est une folie. La France peut-elle encore sauver son modèle social sans croissance forte? Non, absolument. La croissance est vraiment une condition nécessaire à notre modèle social. Sommes-nous entrés dans une dynamique de déclassement durable? Non. La fiscalité française pénalise-t-elle la création de richesses? Oui, bien sûr. Gagner de l'argent, c'est mal vu en France? C'est mal vu en France et c'est bien regrettable parce que c'est super de gagner de l'argent. Nos finances publiques sont-elles aujourd'hui hors de contrôle? Oui. Les droits de douane de Donald Trump ont-ils fragilisé l'économie européenne? Oui, mais elles ont beaucoup plus fragilisé l'économie américaine. Bonjour Nicolas. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté Avec l'invitation. plaisir. Merci. Alors pour rappel, pour ceux qui ne te connaîtraient pas, tu es donc économiste, conférencier, essayiste. Tu as également fondé le cabinet de conseil Asteres, ainsi que tu es contributeur régulier dans les médias grâce à tes tribunes ou par tes interventions médiatiques. Alors aujourd'hui, on va pouvoir parler d'IA, de son impact sur l'économie, de robotique. On va également aussi parler un peu d'actualité budgétaire, d'actualité avec le traité, le Mercosur, etc. Un peu d'actualité économique, je pense que ça t'ira vu ton profil. Je vais commencer par ma première question. L'IA peut-elle nous permettre d'atteindre une croissance à 2 chiffres? C'est ce qu'a dit Elon Musk, et c'est également ce envisage The Economist. Oui, je suis d'accord avec ça. Aujourd'hui, il y a en quelque sorte 2 camps chez les économistes. Il y en a un qui est incarné par le prix Nobel d'Haron Acemoglu, qui explique au fond que l'intelligence artificielle, c'est assez spectaculaire, mais c'est un peu un gadget où c'est pas très bien utilisé. En tout cas, ça n'a rien à voir avec une innovation du type électricité ou chemin de fer, et donc on aura des gains de productivité qui seront très très limités. Donc ça, c'est le premier camp. Et il y a un deuxième camp qui est en effet plutôt représenté non pas par des économistes, mais par des entrepreneurs américains qui expliquent que l'intelligence artificielle couplée à la robotique, peut-être demain aussi avec le quantique, peut générer des gains de productivité qui sont absolument considérables, avec à la clé des taux de croissance qui eux-mêmes sont considérables. Alors, il y a eu, je crois que c'était au mois de septembre, un article dans le Financial Times qui faisait un peu la synthèse de ce deuxième courant, et en fait, qui expliquait que si on fait une simple corrélation entre la puissance technologique projetée de l'IA, des robots, demain du quantique, avec des gains de productivité et donc avec des taux de croissance, on peut en effet imaginer des taux de croissance de l'économie, là je parle du PIB, qui peuvent aller à 5, 7, 10, 15% par an. Okay. À moyen terme, ça? Oui, à moyen terme, bien évidemment, pas tout de suite. Enfin, le moyen terme, ça peut être rapide, ça peut être de l'ordre de 5 à 10 ans. Bien sûr. Moi, je crois à ça, et au fond, ce que disait cet article, c'est que aujourd'hui, l'idée qui domine, notamment quand on réfléchit à la question des inégalités, du contrat social, etc., l'idée qui domine, c'est l'idée selon laquelle la jeunesse serait pénalisée par rapport à ses aînés. Et en fait, ce que disait ce papier du FT, c'est que si on a des taux de croissance qui sont de 5, 7, 10% par an, on va avoir chez les actifs des taux de progression des rémunérations, des salaires notamment, qui seront absolument gigantesques. Et donc la question qui se posera, c'est à l'inverse, l'appauvrissement relatif des inactifs et en particulier des retraités par rapport aux plus jeunes. Okay. Voilà. Moi, je crois à ça. Je pense qu'en fait, on va sans doute vers des taux de croissance qui sont absolument dingues, qui étaient ceux de la Chine au début des années 80, mais que pourraient connaître les États-Unis
et même l'Europe d'ailleurs, peut-être on y reviendra. Et donc de ce point de vue-là, je trouve ça absolument fascinant et je suis très confiant. Tu as soulevé un point très intéressant, tu parlais justement des jeunes, mais aujourd'hui par rapport aux cours qu'on voit, du chômage et autres, le chômage chez les jeunes a tendance à davantage progresser que chez les aînés ou les seniors ou autres. Oui. Comment tu expliques ça? C'est lié à l'IA? Oui, absolument. Donc on commence à avoir des travaux académiques depuis maintenant 18 mois qui montrent que l'IA aujourd'hui, on pourra reparler sur l'IA demain, mais aujourd'hui, elle a un effet qui est assez contre-intuitif sur le marché du travail et surtout qui est un effet qui est l'inverse de ce qu'on avait vu lors des mutations technologiques précédentes, et en particulier Internet au début des années 2000. Traditionnellement, les grandes vagues d'innovation technologique, elles bénéficiaient aux plus jeunes au détriment des seniors. L'idée, alors toi tu es trop jeune, mais moi je me souviens très bien de ça parce que j'entrais sur le marché du travail à la fin des années 90, début des années 2000. L'idée qu'avaient les entreprises, c'est de dire au fond on doit recruter des digital natives, donc on doit recruter des jeunes parce que c'est eux qui captent Internet, comment ça fonctionne, les réseaux sociaux, etc. Et en revanche, à partir de 50 ans, les gens, on va très gentiment commencer à les diriger vers les pré-retraites parce qu'ils comprennent rien à tout ça. En fait, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est l'inverse. C'est-à-dire que les entreprises se disent, et à mon avis à juste titre, on a formé des armées de codeurs, par exemple, mais aujourd'hui, l'IA, elle sait très bien faire ça. Donc, on a formé beaucoup de jeunes à des compétences qui sont des compétences intellectuelles techniques. C'est là que l'IA est la meilleure. En revanche, quelqu'un qui a géré depuis 20 ans des problèmes de management, tous les problèmes qu'on peut imaginer dans l'entreprise, quelqu'un qui a fait de la vente, lui, vraiment, il a plus que jamais de la valeur. Et donc lui, on va le garder, voire on va l'augmenter, voire on va chercher ce type de profil. Et donc, ce que nous montrent les études académiques, c'est qu'on a plutôt des baisses de recrutement chez les jeunes, en particulier dans l'informatique, etc. Et en revanche, on a un segment du marché du travail qui est plus valorisé qu'avant, c'est celui des seniors qui ont d'expérience en entreprise. Alors tu vas me dire comment je concilie ça avec ce que je t'ai dit avant. C'est-à-dire que là, grosso modo, je te dis aujourd'hui, ceux qui sont pénalisés, c'est les jeunes, et demain, ceux qui vont en profiter, c'est les jeunes. C'est parce que c'est aujourd'hui et demain, en fait. C'est exactement ça. C'est-à-dire que je pense qu'aujourd'hui, on est vraiment au cœur de cette vague de destruction créatrice. Donc, on voit très bien qui sont les perdants, etc. Il va y avoir une phase d'adaptation, c'est-à-dire qu'on va arrêter de former des jeunes à des trucs que l'IA sait faire parfaitement. Et je pense qu'en 5 et 10 ans, tout ça va se réguler. Donc mais comme à chaque fois dans les vagues de destruction créatrice, il y a un moment qui est difficile, qui est compliqué à court terme, et puis les choses finissent par se réguler. Ok, et justement, tu évoques la destruction créatrice de Joseph Schumpeterian. Aujourd'hui, est-ce que tu ne crois pas qu'avec l'IA plus la robotique, on va arriver vers la mort du travail comme certaines personnes le pensent, ou pas du tout? Non, j'y crois absolument pas. Alors déjà, je vois fleurir tout un tas de papiers sur la fin de Schumpeter et la fin de la destruction créatrice, mais il y a toujours eu ça. J'avais fait il y a quelques années un livre qui s'appelait « Le travail et l'avenir de l'homme », qui n'était pas une histoire du travail, ce qui a déjà été fait plein de fois, mais qui était une histoire de la fin du travail, parce que la fin du travail est une très vieille idée qui remonte à l'Antiquité, en fait. Et déjà Aristote, dans le politique, craignait en quelque sorte la fin du travail, c'est-à-dire la fin de l'esclavage, c'était pas la même éthique qu'aujourd'hui, en raison de la substitution de la force animale au travail des esclaves. La question qu'il posait, c'est comment une société va se structurer sans esclaves. Bon. Et puis, est arrivé là-dessus, je vais très vite, pardonne-moi, mais pas de souci. Est arrivé très vite l'éthique chrétienne qui, elle, au contraire, considère que le travail est quelque chose de positif, et puis des mutations technologiques dans la manutention, dans le bâtiment, etc. Et donc, depuis les premiers empereurs, on va dire, romains chrétiens, jusqu'à aujourd'hui, en passant par la première reine Élisabeth au moment de la Renaissance, toute l'histoire du 19e siècle qui a été traversée de ça aussi, il y a cette crainte selon laquelle, dans la dialectique de la destruction créatrice, la destruction l'emporterait sur la création. Et ce qu'on voit au bout du compte, c'est que les besoins humains étant illimités, il reste toujours de la place pour du travail humain, quel que soit l'état de la technologie. Alors,
j'entends bien tous les arguments qu'on m'oppose aujourd'hui. C'est pas comme avant, ça va plus vite qu'avant, c'est plus fort qu'avant. Mais donc tout ça est vrai. Mais en fait, toutes les révolutions industrielles vont toujours plus vite que la précédente. Alors, quand on me dit c'est nouveau, oui, mais ça, c'est la définition de l'innovation. Oui, donc, déjà, dire la machine à tisser à la Renaissance, c'était nouveau par rapport à ce qui existait. Machine à Lyon aussi, avec la révolution des canuts, etc. Voilà, c'est toujours nouveau. L'électroménager, c'était nouveau, etc. Et quant à l'idée selon laquelle, là, pour le coup, ça, c'est un argument qu'on m'oppose aussi souvent, on a une révolution technologique qui, pour la première fois, se substitue à des compétences intellectuelles. En fait, pardon, mais je ne vois pas la force de l'argument, en fait, parce que oui, c'est très juste, mais à la limite, tant mieux. Non, mais je veux dire, si elle s'attaque à des gens qui ont bac+5, ils auront moins de difficultés à faire d'autres choses que les ouvriers dont tu parlais, les canuts du 19e, de Lyon au 19e siècle. Donc, je pense qu'on a un choc technologique absolument gigantesque, que le choc de destruction créatrice est absolument gigantesque, qu'il va y avoir énormément il va y avoir des métiers qui vont disparaître, il va y avoir énormément de choses dans les métiers donc ça va être évidemment extrêmement compliqué, mais c'est une chose de dire ça, ce à quoi je crois, et c'en est une autre de pronostiquer la fin du travail humain, qui est quelque chose auquel je ne crois pas beaucoup. Alors, en revanche, il y aura évidemment, comme je disais tout à l'heure, des gains de productivité, c'est-à-dire des baisses de temps de travail, des augmentations de salaire. Ça, c'est des arbitrages, on va dire, collectifs. Donc, on va voir comment tout ça va se passer. Mais la fin du travail humain... Mais à la limite, allons jusqu'au bout du raisonnement. Même si, imaginons des robots humanoïdes qui font absolument tout mieux que nous. Oui. Tout mieux que nous. Avec une grande dextérité et une grande intelligence, en réalité, ce qui seront connectés et moins cher. Oui. Ok. Est-ce que ça signifie quand même la fin du travail humain ? C'est même pas sûr, parce que pour ceux qui aiment bien l'analyse économique, si j'en reviens à la théorie des avantages comparatifs de Ricardo, en réalité, même si moi je suis moins bon qu'un robot en tout, ça ne veut pas dire que je ne vais pas avoir de place. Je vais quand même occuper un travail dans le domaine dans lequel l'écart relatif entre ma compétence et celui du robot est le plus faible. C'est-à-dire que je vais faire le métier pour lequel je suis le moins mauvais par rapport au robot. Okay. Et pourquoi est-ce qu'un robot n'aurait pas envie de m'avoir ? Enfin, il y a pas de... Donc, pour que ce soit le cas, il faudrait que les robots se disent « Je décide de ne plus avoir les humains comme collaborateurs. » Bon, franchement... On n'y est pas. Ouais, non, mais c'est ça. On y arrivera peut-être, mais on se reparlera, etc. C'est quand même pas le sujet du jour. Oui. Alors, on avait beaucoup parlé des cols blancs. On avait commencé un peu à parler des cols bleus, parce que justement, les robots, il y a quand même UBS qui prévoit 300 millions de robots d'ici 2050, Elon Musk 2 milliards en 2040, Bank of America 3 milliards d'ici 2050. Ça va quand même être, les cols bleus vont quand même être sacrément challengés. On travaille 24 heures sur 24, payer très peu cher, on va syndicaliser, tout ce que tu connais. On est d'accord. À la limite, c'est pas nécessairement une mauvaise nouvelle. Faisons un exercice un peu microéconomique. Alors déjà historiquement, la technologie s'est substituée en priorité aux métiers les plus pénibles. Oui, toujours. Je voyais l'autre jour des déménageurs. Bon, c'est un métier qui est très difficile, qui est usant pour le corps. J'ai discuté un peu avec eux. Disait que c'était très dur, que c'était pas. Je sentais bien que c'était pas un métier enviable, des ménageurs, parce que vraiment c'est usant. Le jour où dans une équipe de 4 déménageurs, il y en a plus qu'un qui ne porte pas des trucs, mais qui dirige 3 robots, ou même à la limite le jour où il y a plus que des robots, champagne. Hein. Franchement, je pense que c'est une très bonne chose. Donc, on en revient un peu à ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que je suis entièrement d'accord avec toi. Je pense que le choc de destruction créatrice, et donc de destruction dans un premier temps, est massif et sans doute inédit par rapport à tout ce qu'on a vu. Mais je pense, je peux me tromper, bien évidemment, on fait des pronostics. Oui, bien sûr. Je pense que ça change l'ampleur de l'analyse en termes de destruction créatrice, l'ampleur de l'analyse classique, mais je ne suis pas certain que ça en change la nature. Okay. Alors je sais très bien que c'est pas sexy ce que je suis en train de dire, parce que on a surtout envie d'entendre des gens dire mais non, c'est un changement de nature, c'est un autre monde, etc. Les vieux mécanismes économiques sont plus les mêmes, etc.
Bon, je crois pas à ça, donc je vais pas dire un truc auquel je crois pas sous prétexte que ce serait plus sexy. Ok. Alors, je partage ton avis, je ne crois pas en la fin du travail. En revanche, j'ai quand même une inquiétude, tu crois peut-être y répondre, c'est qu'aujourd'hui, on voit bien que les métiers qui demandent le moins de diplômes, etc., vont peut-être plus facilement remplacer. Et alors qu'au contraire, les métiers, les bac+10, les ingénieurs, les docteurs en sciences, etc., eux, a priori, ils ont encore pas mal de taf. On le voit bien avec l'IA aujourd'hui, avec plein de métiers qui se créent autour de ça. Mais est-ce que t'as pas peur qu'il y ait un remplacement, en fait, des métiers par le bas? Mais après, ces personnes-là, comment on fait pour les reformer? Comment on fait pour les réintroduire dans un marché du travail, leur réapprendre, en fait, un nouveau métier, comme les caissières, Oui, la bien question sûr. s'était posée, les Mais bien exemples sont sûr. légion. Mais ça, cette question, on se la pose légitimement à chaque fois qu'il y a une révolution Chauffeur, technologique. Uber, Et etc. c'est évidemment une question incroyablement complexe. C'est la question la plus complexe. Alors là, pour le coup, les économistes ont beaucoup travaillé là-dessus. Et les travaux de Philippe Aghion, par exemple, notre nouveau prix Nobel d'économie, portent spécifiquement là-dessus. Donc, on sait bien qu'il faut essayer d'arriver à identifier les mutations technologiques le plus tôt, qu'il faut former les gens, donc qu'il y a tout un travail d'accompagnement qui est assez simple à décrire en théorie et qui est assez compliqué à faire en pratique. Parce que quand on dit... L'exemple des chauffeurs Uber est un très bon exemple. Moi, pour le coup, je suis absolument persuadé, là encore je peux me tromper, mais que les robotaxis, on y est, que c'est une révolution absolument majeure. C'est déjà le cas aux States. Voilà. Qu'en fait, on l'a pas vu pendant 3 ou 4 ans parce qu'il y avait une sorte un peu d'hiver des robotaxis, mais que le truc est revenu en force cet été, en effet, avec un certain nombre de villes américaines qui, en effet, ont lâché des flottes de robotaxis, en particulier les voitures Waymo. D'ailleurs, ce sera peut-être 2026, l'année des robotaxis en Europe. Alors, pas dans l'Union européenne à strictement parler, mais à Londres, questions de réglementation, ça prend mais au Royaume-Uni. Je crois que le Japon aussi est en train de regarder ça. Bon, et quand on voit les statistiques de Waymo en matière de baisse de l'accidentologie, on se dit que franchement là, on a quelque chose de très fort qui est en train d'arriver. Donc, on peut parfaitement imaginer que le métier de chauffeur de VTC, de chauffeur de taxi, que les effectifs soient considérablement diminués à l'horizon de 10 ans. Bon, la théorie nous dit, c'est pas extrêmement compliqué finalement, parce qu'il faut aller voir les chauffeurs et leur dire, écoute, ton métier n'a plus d'avenir, donc on va te former à faire autre chose, et donc tu vas faire autre chose, on va te former, ce sera quelque chose de mieux payé, et donc c'est facile. Ça, c'est le cadre théorique. Après, ce qui est compliqué, c'est le cadre pratique, c'est-à-dire comment on fait en théorie. Qui met en place les formations. Pour Toutes les qui les payent, comment... Si tu vas voir quelqu'un que tu lui dis ton métier va disparaître, faut en faire un autre, c'est rare d'être très bien reçu parce que les gens souvent aiment leur métier en réalité. Donc voilà. Donc ça, c'est la difficulté très concrète à laquelle on va être confronté ces prochaines années et qui nécessiterait que les économistes, ils y réfléchissent un peu, mais surtout les politiques, regardent un peu tout ça et y réfléchissent sérieusement. Ce qu'ils ne font pas du tout, parce qu'ils sont dans des sujets qui sont des sujets absolument secondaires. Donc, de ce point de vue-là, en fait, je suis d'accord avec toi. Et je dis même, ce choc, ce mouvement de destruction sera sans doute plus fort que lors des révolutions industrielles précédentes. Okay. Tout simplement parce que l'adoption de ces technologies va beaucoup plus vite. C'est aussi simple que ça. Et on le voit bien avec les applis d'IA, tout simplement. On voit bien qu'on n'a jamais vu des dispositifs technologiques dont le taux d'adoption a grimpé aussi rapidement dans un laps de temps aussi court. Voilà. 1 milliard d'utilisateurs mensuels. Exactement. Donc voilà. Donc je suis d'accord avec ça. En fait, c'est ça le sujet. Donc, si je voulais résumer, pour moi, quel est le principal défi auquel nos sociétés vont devoir faire face eu égard à ces questions technologiques ces prochaines années? Pour moi, c'est l'insertion des jeunes qui ont des formations techniques sur le marché du travail. Voilà. Pour moi, c'est vraiment ça le sujet numéro 1 devant les autres. Et personne n'y réfléchit dans le champ politique, évidemment. Personne. Ouais. Ok, super. Il y avait un graphique que je voulais connaître ton avis, je pense que tu le connais, je l'afficherai pour les auditeurs et les auditrices. C'est un graphique qui montre que l'Europe, en 50 ans, n'a fait émerger que 14 entreprises avec une valorisation supérieure ou égale à 10 milliards de dollars, tandis que les États-Unis en ont fait émerger 267, principalement dans les hautes technologies. Est-ce que ce graphique est absolument consternant? Est-ce que l'Europe n'arrive pas à se réinventer sur le plan industriel, sur le plan technologique? Comment faire? Bon, déjà, pour moi, c'est le sujet numéro 1, en fait.
qui est beaucoup plus qu'un sujet économique. D'ailleurs, qui n'est peut-être pas un sujet économique, parce que quand on regarde les performances économiques des pays quand il y a des grandes vagues d'innovation, en fait, on voit que ce qui compte, beaucoup plus que la production des innovations, c'est la capacité à utiliser des innovations. Et de ce point de vue-là, l'Europe et la France, aujourd'hui, ont un très bon taux d'adoption de l'IA. Il y a eu une étude de Microsoft qui a été relayée par The Economist il y a quelques semaines, qui montre que, au fond, il y a un groupe de pays très, très utilisateurs d'IA, c'est Singapour, les Dubaï, etc. Bon, voilà. Mais juste en dessous, en fait, il y a un groupe de pays dans lequel il y a la France. Et les États-Unis sont loin derrière. Oui, j'ai vu ça, c'est étonnant. Donc, en réalité, en matière d'utilisation, d'incorporation de ces technos dans le processus productif, j'ai pas d'inquiétude. Et le sujet économique, c'est celui-ci. Le sujet dont tu parles, qui à mon avis est un sujet majeur, c'est un sujet d'indépendance et presque un sujet civilisationnel. C'est-à-dire, dans quelle mesure nous acceptons d'être des seconds, des sous-traitants, des vassaux technologiques des États-Unis ou de la Chine. Parce que je crois que ça peut être la Chine aussi. Hein. Aujourd'hui, tu as tout à fait raison, hein, quand on regarde la valeur des entreprises. Et puis les applis qu'on utilise, ce sont des applis américaines. Mais je pense que la Chine est en train d'aller très vite, qu'elle peut rattraper les États-Unis, notamment sur l'intelligence artificielle, et que le contexte géopolitique fait que l'Europe peut parfaitement, des entreprises européennes peuvent parfaitement décider de se tourner vers des applications chinoises et pas simplement vers des applications américaines. Mais, donc le sujet d'indépendance, d'autonomie et le sujet civilisationnel, c'est en effet, tu as raison, celui de la production de l'IA. Et là, ça renvoie à la carte que tu évoquais. Alors, on a complètement loupé tous ces tournants du numérique, de l'IA, des robots, tout ça est absolument catastrophique. La bonne nouvelle, c'est que tout ça est parfaitement documenté, et notamment les rapports d'Enrico Letta et les rapports de Mario Draghi sont une synthèse, au fond, de ce qui ne va pas et de ce qu'il faudrait faire. Donc, c'est assez simple. Ce qu'il faudrait faire, c'est évidemment mettre un peu moins d'argent dans l'État-providence et un peu plus d'argent dans la recherche et développement. C'est faire un vrai marché de capitaux de l'innovation qu'on n'a pas, en fait. Oui. En Europe, Euronext, c'est très bien, mais ça reste quand même un marché, un peu de vieilles entreprises. Mais le Nasdaq, c'est une culture, c'est des analyses, c'est un écosystème très particulier. Donc on manque de ce marché financier coté très, très liquide et très profond pour des business models nouveaux, au fond. Hein. Donc ça, c'est très important. Donc, le rapport Draghi explique bien ça. On a besoin, ça c'est plutôt le rapport l'État, mais c'est absolument fondamental. Et c'est malheureusement, on n'en parle pas assez souvent. On a besoin d'un marché unique de ces technologies. Moi, je le vois bien très concrètement. Je connais des boîtes dans les biotech, par exemple, en fait, donc des investissements très importants en R&D, en production, etc. Et elles vont amortir leurs investissements aux États-Unis ou en Chine, parce que, en fait, c'est des marchés uniques. Le marché américain, même si c'est un pays fédéral, il est unique. Le marché chinois, évidemment, il est unique. Nous, il y a 27 marchés. Oui. Et donc, à partir du moment où la boîte, donc la biotech française, ses premiers gros clients, c'est des assureurs américains ou des hôpitaux américains qui vont pouvoir distribuer, le produit va être distribué dans l'ensemble du pays. Et en plus, elle commence à se dire que finalement, si ça marche bien, et si jamais elle veut être listée, peut-être aller au Nasdaq, ce serait une bonne... Bon, tu vois, le truc, tu l'as perdu. Voilà. Et la boîte, elle devient américaine. Donc, c'est des trucs très concrets. Ok, donc on va pas être émetteur de ces technologies, mais on va quand même pouvoir réorganiser l'économie à partir des technologies qui sont émises par les États-Unis. Non, mais je pense quand même qu'il faut pas qu'on se dise qu'on doit pas être émetteur de ces technologies. Parce qu'il y a un problème de souveraineté qui se pose. Si demain on nous ferme le robinet, on a l'air con. C'est une catastrophe absolue. C'est un drame absolu. Et c'est un sujet majeur dans le contexte géopolitique d'aujourd'hui. C'est la raison pour laquelle le rapport Draghi, rapport l'État,
il faut les mettre en œuvre, absolument. C'est d'ailleurs à l'agenda de la commission von der Leyen 2, qu'on critique beaucoup, parce que, pardon, mais les gens critiquent un peu sans savoir et sans regarder ce qui se fait concrètement, mais c'est pas si mal aujourd'hui. Le problème, c'était von der Leyen 1, mais von der Leyen 2, c'est plutôt pas mal, et en fait, on fait tout ça. Alors, on le fait très lentement, puisque aujourd'hui, je crois qu'on doit avoir mis en œuvre à peu près 20% du rapport Draghi, ça doit être quelque chose comme ça, donc c'est beaucoup trop lent. Mais enfin, bon, quand même, on avance, et il faut absolument le faire. Donc, je suis pas complètement défaitiste, hein. Okay. Mais aujourd'hui, en effet, la carte que tu évoquais tout à l'heure, c'est une catastrophe absolue, et ça mettra du temps avant de remonter la pente. D'autant plus que tu évoques les algorithmes, l'IA, mais si on a une vision plus globale en regardant la totalité de la chaîne de valeur, on a aussi des problématiques en matière de semi-conducteurs, si je regarde le côté industriel, et on a aussi des problématiques en matière de métaux critiques, oui, qui sont, pour le coup, qui viennent pas des États-Unis, mais qui viennent de Chine. 90% est raffiné par la Chine, 60% voilà. des extractions est par la Chine. Voilà, et tu as tout à fait raison d'insister sur la question du raffinage. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle le Raw Critical Act, qui est donc la politique européenne de 2024 en faveur de ces métaux critiques, les objectifs à 2030 les plus ambitieux, c'est en matière de raffinage, puisque de mémoire, on doit raffiner 40%, je crois, des métaux critiques, 40% de nos besoins. À vérifier, hein, pardonne-moi. Donc, c'est très ambitieux. Mais bon, il y a quand même eu, moi je vois quand même au sein de la Commission et des élites européennes, il y a eu un saut culturel qui s'est fait, notamment grâce à Poutine-Trump, hein, puisque du coup, il y a une menace existentielle. Et donc, comme l'Union européenne n'aime pas être menacée du point de vue existentiel, à juste titre d'ailleurs, il y a quand même eu et là, ce saut culturel, il est en train de monter encore plus haut en ce moment. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle, en fait. Okay. Je trouve que la réaction de l'Europe, elle est plutôt saine. Ok. Et justement, on parlait un peu de souveraineté, mais aujourd'hui, on a quand même Mistral dans l'écosystème français, même européen, qui est la première boîte d'IA valorisée à 14 milliards, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Est-ce que Mistral pourrait concurrencer les GAFAM ou on en est loin? Non. Tu citais les chiffres tout à l'heure. Donc, Mistral doit être valorisé à 14-15 milliards de dollars ou d'euros, je ne sais plus. Mais OpenAI, qui perd pourtant des dizaines de milliards par an et doit être valorisé à 700 milliards, quelque chose comme ça. Donc, on n'est pas sur la même planète. Et donc, Mistral... Alors, Mistral, c'est une boîte fantastique. Hein, j'adore. Hein. J'adore ses dirigeants, j'adore la boîte. C'est une boîte qui est en train de devenir une boîte B2B. Et c'est bien, c'est fantastique. Vraiment, il faut les aider. Faire, tout ce qu'ils nous demandent, il faut le faire. Ouais, c'est ça. Parce qu'on n'a qu'eux, en plus. Oui. Mais simplement, on n'est pas du tout, en termes de taille, dans le même univers que les entreprises américaines dont tu parles. C'est le génie sans la puissance de feu. C'est ça, exactement. Et c'est pour ça qu'il faut aussi qu'on pense au coup d'après. L'avantage des périodes de destruction créatrice, c'est qu'il y a des portes technologiques qui s'ouvrent en permanence. Et par exemple, le quantique, moi je m'intéresse beaucoup au quantique, je pense que vraiment l'Europe a un coup à jouer. Et donc, il ne faut pas refaire avec le quantique les erreurs de surréglementation, notamment qu'on a faites avec le numérique et avec l'IA. Ok, ça va être justement ma prochaine question. Est-ce que la surréglementation, parce que je prends le domaine de l'IA avec l'IA Act, le DMA, le RGPD, etc., mais il y a plein d'autres domaines où c'est la même problématique qui se pose. Est-ce que la surréglementation européenne et même française est vraiment contre-productive pour nos industries? Oui, sans l'ombre d'un doute de mon point de vue. Déjà, il faut bien avoir en tête que... si je prends l'ensemble, si je prends la triade États-Unis, Chine, Union européenne, l'Union européenne est l'ensemble qui réglemente le plus, et c'est celui dans lequel on a les entreprises qui sont les plus petites. Bon, on n'est pas obligé de considérer que c'est un hasard. Et je me permets même de faire un lien entre ces deux dimensions. Première chose. Deuxième chose, tu évoques l'IA Act. L'IA Act a été conçu très en amont, ce qui est une folie du point de vue intellectuel. C'est-à-dire qu'on a réglementé avant même de bien connaître les technologies. C'est scandaleux. Ça va même au-delà de ça. En réalité, je peux en témoigner, l'IA Act a été en grande partie conçu avant l'arrivée des applis d'intelligence artificielle générative.
Et donc, il a fallu, en quelque sorte, corriger un peu l'IA Act en catastrophe. Donc, tout ceci est fou, en fait. C'est une forme de suicide. On aurait voulu se tuer en matière d'intelligence artificielle, qu'on n'aurait pas fait mieux. Donc oui, pour répondre à ta question, je suis absolument persuadé que c'est un problème absolument majeur, qu'on essaie de corriger partiellement aujourd'hui, avec notamment ce qu'on appelle les directives omnibus, donc c'est un peu de la simplification, donc c'est très bien, mais le retard pris, il est en grande partie, il est en grande partie irrattrapable. Donc il faut pas faire la même erreur le coup d'après. Alors quand on y réfléchit très en profondeur, en réalité, cette réglementation excessive, elle ne vient pas de nulle part. Elle vient du fait que l'Union européenne, mais les citoyens européens, ont fait un choix collectif qui est celui de la protection, de préférence à la puissance. Sauf qu'aujourd'hui, on voit que dans un monde de rapports de force, la protection est une faiblesse et donc elle ne nous protège plus. Puisque, comme tu l'as très bien dit tout à l'heure, nous sommes aujourd'hui à la merci d'une coupure des emails, du cloud, des flux, enfin des flux de cartes bancaires des États-Unis. Puisqu'à partir du moment où nous sommes utilisateurs d'un pays qui n'est plus un ami, ils nous haïssent. Il faut regarder les choses telles qu'elles sont. L'administration Trump nous déteste. Donc, je ne peux pas dire que c'est un allié ou un ami. Peut-être, si on a une vision de long terme, le pays, bien sûr, les Américains. Mais cette administration-là, non. Donc elle nous déteste. Donc, nous sommes dépendants technologiquement d'un pouvoir qui nous déteste. Et donc, ce que l'on a cru être une protection, en fait, aujourd'hui, génère une menace quasi existentielle. Donc, il faut arrêter avec cette idée de la réglementation qui nous protège. En réalité, aujourd'hui, c'est très exactement l'inverse. Ok. Et une question un peu plus politique. Est-ce que pour gérer justement cette révolution technologique qu'on est en train de vivre, les politiques sont à la hauteur aujourd'hui ? Alors, bon, enfin, j'aime pas dire que les politiques sont nuls, etc. Parce que moi, j'ai plein d'amis en politique et je les trouve beaucoup sont très intelligents, très honnêtes et ont énormément de qualités. Mais globalement, quand même, l'un des reproches que je leur ferais, c'est de ne pas réfléchir en profondeur à ces questions et donc de ne pas avoir de vision de l'avenir. Ce qui n'est pas dans la tradition française, hein, on en parlera peut-être tout à l'heure, mais le général de Gaulle explique très bien dans le 3e tome de ses mémoires, les Mémoires d'espoir, qu'il consacrait la moitié de ses journées aux questions économiques et en particulier qu'il était passionné par la recherche et par la technologie. On pense toujours que c'était Pompidou, le président de la recherche et de la technologie, mais en réalité, Pompidou n'a fait que se mettre dans les pas de Gaulle, qui était un très grand passionné de technologie, qui recevait à l'Élysée, il le dit dans ses mémoires, hein, c'est écrit noir sur blanc, il recevait les chercheurs, les dirigeants de centres de recherche, les très grandes entreprises, etc. Donc ce que n'aimait pas de Gaulle, c'était la bourgeoisie, parce qu'il estimait qu'elle avait été en grande partie vichiste, etc. Mais il était il considérait que la vocation de la France, c'était d'être à la pointe dans ces domaines-là. C'est grâce à lui qu'on a eu le nucléaire et autres, d'ailleurs. Évidemment. Et donc, de ce point de vue-là, je trouve que les politiques ont oublié ou ne connaissent pas cette leçon d'histoire. Et donc, voilà, tu as tout à fait raison. Enfin, c'était sous-entendu dans ta question. Je trouve, oui, qu'ils ne s'intéressent pas du tout à ces problèmes à la hauteur de l'intérêt. Alors aujourd'hui, ils commencent à s'y intéresser parce qu'on voit bien qu'on est sous la menace de coupures des États-Unis. Mais en fait, ce sont des choses assez nouvelles pour la plupart d'entre eux. Après, pas pour tous, parce que moi, il y a beaucoup de politiques avec lesquels je parle de ces sujets depuis longtemps, hein, mais globalement, c'est sûr que le champ politique n'est pas du tout dans ces sujets. Mais enfin, on fait le procès des politiques, mais c'est aussi le cas du champ intellectuel, qui est très peu réfléchi à ces sujets. Oui, ça, oui, en France et en Europe. Non, mais en France et en Europe, nous, on est quelques amis. C'est ceux que tu reçois dans ton podcast à réfléchir à ça. Nous, on n'a pas découvert ça il y a 6 mois. Oui. Nous, ça fait 15 ans qu'on écrit là-dessus. Olivier, Laurent, etc. Ça fait 15 ans qu'on bosse là-dessus. Donc, on n'est pas pris au dépourvu par ce qui est en train d'arriver. Donc, aujourd'hui, tout le monde en parle. Mais il y a 15 ans, je me souviens très bien, on nous prenait vraiment pour des auteurs de science-fiction, en fait. Tous les invités de podcast. Toi, t'es trop jeune, mais non, mais c'est vrai. Moi, je m'en souviens, je peux en témoigner. Bon, on se connaît depuis longtemps avec tous ces gens-là, on est amis depuis longtemps. Donc voilà, donc aujourd'hui, mais on était très seuls dans le champ du débat politique, médiatique à parler de ça. On était 5.
Ah, c'est tout. Bon. Donc, on tape sur les politiques, mais il y a aussi eu un défaut d'anticipation de tout le champ intellectuel, et en particulier des économistes. Ouais, les intellectuels, les économistes aussi ont une responsabilité dans le débat public d'apporter ça et de faire la lumière sur ces sujets. On en parlait toujours sous l'angle philosophique, comme si c'était le truc le plus important. Donc, les questions d'éthique, etc. Mais pardon, les questions de philosophie et d'éthique sont tout à fait intéressantes, mais elles sont en réalité assez faciles à trancher. Enfin, le bien et le mal, c'est pas très compliqué à trancher. Ce qui était difficile à trancher, les sujets difficiles, c'est ceux sur lesquels on travaillait nous. C'est-à-dire comment faire en sorte qu'en Europe, on ait des très grandes entreprises de l'IA, de la robotique, de tout ce que tu veux, des biotech qui puissent se développer. C'est ça les sujets difficiles. Ok. Alors, dernière question un peu sur la première partie IA et Tech, ensuite on passera sur l'actualité économique et autres. Est-ce qu'aujourd'hui on n'en fait pas un peu trop avec l'intelligence artificielle? Est-ce qu'il n'y a pas une certaine euphorie des marchés ou même une bulle qui est en train de se former? S'il y a une bulle, est-elle comparable à la bulle des années 2000 qu'on a connue avec Internet? Oui, alors il y a bien évidemment une bulle et une euphorie excessive, mais ça c'est pas grave. Non, mais c'est dans toutes les révolutions technologiques. Le chemin de fer, je peux te dire que la bulle du chemin de fer... Beaucoup d'investissements perdus d'ailleurs pour très peu de rendement sur le moment. Bon, et alors, et on prend toujours le TGV, donc oui, mais je veux dire, et d'ailleurs le TGV, enfin les trains à grande vitesse aujourd'hui, il y a une explosion dans le monde. Ouais. Tous les pays veulent en faire, y compris en Amérique du Nord, ce qui est complètement nouveau pour eux, États-Unis et Canada. Donc, et il y a quand même eu une bulle au 19e siècle. Donc il y a eu une bulle de l'internet qui a éclaté aussi en 2003 et n'empêche qu'Internet a changé l'économie, et donc c'est très exactement la même chose avec l'intelligence artificielle. Oui, bien sûr. Pour deux raisons fondamentales. La première raison fondamentale, c'est que les business models ne sont pas stabilisés. Je parlais tout à l'heure d'OpenAI. Bon, grosso modo, c'est fantastique, mais en fait, ils savent pas comment gagner de l'argent. Ils cherchent encore. Donc, ils vont essayer la publicité. Leur chiffre d'affaires a bien augmenté, là, j'ai vu de 20 000. Mais on n'y est pas encore, oui. Chiffre d'affaires, oui. Mais enfin, tu serais actionnaire d'OpenAI. Je ferais la gueule. Tu dirais, c'est super. Enfin, tu te dirais quand même, voilà. Donc, mais comment dire, c'est parce qu'ils n'ont, ça veut pas dire que le produit n'est pas bon, qu'il a pas d'avenir. C'est que les business models ne sont pas stabilisés. Tout simplement. Il y a des secteurs qui n'ont toujours pas trouvé les business models liés à la révolution d'Internet. C'est le cas des médias. Oui, il y a 20 ans. Oui, c'est vrai. Bon. Donc, tout ça, évidemment, prend énormément de temps. Donc, la première raison, c'est que on n'a pas encore les business models. La deuxième raison, qui est liée à la première, c'est que il va y avoir des glissements concurrentiels très importants à l'intérieur même du secteur. C'est-à-dire qu'il y a des entreprises qui ont reçu énormément d'investissements. Par exemple, en ce moment, la mode, c'est de dire, grosso modo, Gemini est en train de, sans doute, rattraper OpenAI. Et donc, c'est un immense sujet de marché, puisque, je schématise un peu, ça veut dire que Alphabet l'emporterait sur Microsoft alors qu'on pensait que c'était... bon, donc ça, ce sont des sujets... Alors moi, j'y crois beaucoup. Je pense que franchement, la stratégie d'Alphabet, stratégie un peu d'intégration verticale, parce qu'Alphabet fait aussi un peu d'industrie, commence à faire des semi-conducteurs, etc. Mais en tout cas, ça, ce sont des sujets absolument majeurs. Donc c'est sûr que les marchés, ces prochains mois, et peut-être même ces prochaines années en matière d'IA, ça ne peut pas être un long fleuve tranquille, d'autant plus qu'à la différence des années du début des années 2000, où on avait des taux d'intérêt très bas, une politique monétaire qui était plutôt qui accompagnait plutôt les bulles, on va dire. Aujourd'hui, on n'a pas ça. On a un contexte monétaire et financier qui est plus dur. Donc oui, on a une bulle sur l'IA. Oui, elle va éclater. Bon, tu prends ta paume financière, voilà, tu vois, mais c'est pas très grave. Un autre point qui me semble très intéressant, c'est que j'évoquais tout à l'heure rapidement le chemin de fer. Les investissements dans le chemin de fer, ça a représenté sur l'ensemble du cycle au 19e siècle à peu près 4% du PIB. Les investissements aujourd'hui dans l'IA, on doit être à 1,5% du PIB. Ce que je veux dire par là, c'est qu'en fait, il y a encore énormément d'investissements en IA devant nous. Et donc, c'est ça ce qu'il faut voir. Et d'ailleurs, si tu es investisseur, l'éclatement de la bulle de l'IA, ça va être une fantastique nouvelle parce que ça va être le moyen, en fait, de refinancer, de repartir sur des investissements, de racheter des actifs et de réinvestir dedans à moindre coût. Donc, ça va être une très bonne nouvelle. Okay. Donc, il n'y a pas de problème.
Eh bien, écoute, on va pouvoir passer à la deuxième partie. Comme je l'évoquais au début du podcast, tu es essayiste et tu as notamment ton prochain livre qui sort le 5 février, je le mettrai en image pour qu'on le voit mieux, qui s'intitule L'éternel sursaut. En lisant ce titre, je me demande, mais il ne faut pas du coup se laisser aller au fatalisme. Ça, c'est sûr. Ça, c'est absolument certain, surtout en France. Parce que la France est un pays très particulier. C'est le pays du pire et du meilleur. Et c'est ce que j'explique dans ce livre en partant même d'avant la France. En fait, je parle des Gaulois qui étaient de très très grands entrepreneurs, avec un vrai esprit scientifique, celui des druides qui a été caricaturé parce que tout le monde a l'image d'Astérix et de Panoramix, c'est de la potion magique. C'était pas du tout ça, les druides, c'était des philosophes. Et les Gaulois, c'était pas du tout un petit village irréductible. C'est absolument pas ça. C'était au contraire j'ose pas dire une nation parce que ce serait trop anachronique, mais enfin une très exportatrice, notamment dans le domaine des armes, dans le domaine de l'agroalimentaire, dans le domaine des chars, des véhicules. Et donc la France, même d'avant la France, a toujours eu économiquement cette mentalité d'entreprise et d'ingénierie. Encore aujourd'hui, la France, c'est une usine à entrepreneurs et à ingénieurs quand on regarde les statistiques. Le nombre d'entrepreneurs tous les ans, le nombre de gens qui créent leur boîte et le nombre d'ingénieurs qui sortent des écoles, c'est unique rapporté à la population. Donc la France a ça du point de vue économique et du point de vue politique, la France est un pays extrêmement conflictuel et c'est la raison pour laquelle c'est le pays du pire et du meilleur. Donc c'est le pays de la défaite de 1870, nos territoires économiques partent à l'Allemagne, et puis après on a la Commune, la guerre civile, et puis les scandales parlementaires, le canal de Panama, et puis un président de la République, Sadi Carnot, qui se fait assassiner, et puis l'affaire Dreyfus, etc. Et à partir de la fin du siècle, la France invente le cinéma, invente quasiment l'automobile. Elle devient, quelques années, leader mondial de l'industrie automobile. Et elle est pionnière dans le domaine de l'aéronautique. La guerre, malheureusement, interrompt ça. Mais après la guerre, la France devient l'un des leaders mondiaux de l'industrie aéronautique. Et je pourrais prendre beaucoup de périodes de l'histoire comme ça. Je pourrais te dire que le 10 juillet 40, les parlementaires foutent la République en l'air. Ils la filent à Pétain. Et 20 ans plus tard, on a les 30 glorieuses, les plus brillantes de l'Occident. Donc la France, c'est ça. Donc la France, c'est le pays du déclin et du rebond dans des proportions qui ne sont pas celles du Danemark ou des Pays-Bas ou du Japon, qui sont des pays beaucoup plus tranquilles. Okay. C'est la raison pour laquelle, c'est ça ce que j'essaie d'expliquer en faisant l'histoire de cette aventure, il ne faut jamais désespérer de la France, y compris en ce moment quand le visage qu'elle montre est un visage en politique, pas en économie, mais en politique de grande médiocrité. Mais au fond, tu sais, ce que nous ont montré en 2025 les exemples des Jeux Olympiques et de la reconstruction de Notre-Dame, c'est ça. C'est-à-dire que les Français, quand ils ont de la liberté, un grand projet et qu'ils sont unis, en fait, ils impressionnent le monde. Parce que moi, ce que j'ai trouvé fantastique dans cette séquence, dans ces deux séquences, des Jeux Olympiques et de Notre-Dame, c'est ce qu'on a fait, bien évidemment, mais c'est surtout le regard du monde. Et là, les gens ils se sont dit, mais c'est pas possible, ce petit pays, mais qui est vraiment capable du meilleur. C'est ce visage qu'on a montré et dont j'aimerais qu'il devienne la normalité. Et à mon avis, c'est tout à fait possible à partir du moment où on lui applique une politique libérale qui est celle que j'appelle de mes voeux. Ok, donc le grand rebond technologique, intellectuel, économique peut être fait en France. Absolument, j'en suis convaincu. Ok. Bon, mais tu connais très bien la tech, mais tu l'as dit d'ailleurs tout à l'heure, tu as une expression que j'ai trouvée excellente, tu as dit le génie sans la puissance. Et c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'en France, on a énormément d'entrepreneurs qui créent énormément d'entreprises avec des produits fantastiques. Mais l'organisation institutionnelle fait qu'ils finissent par partir. Il suffit de changer l'organisation institutionnelle pour qu'ils restent. Ok. Voilà. Et ils resteront. Et la France sera un pays fantastique. Parce que comme en plus, c'est un endroit qui est très agréable à vivre, puis c'est quand même le pays de la liberté, etc., puis de la culture, de la liberté. Donc, en réalité, la France a vraiment les moyens de devenir un pays absolument fantastique. Et
mon analyse, c'est qu'au regard de l'histoire, elle va le redevenir. C'est ça surtout. C'est pas simplement qu'elle en a les moyens, c'est que ça va arriver. Ok. Ouais, super, un peu d'optimisme Restez en parfois, France. ça fait du bien. Et au moment où nous sommes en train de parler, il y a Le Cornu qui est en train d'affronter 2 motions de censure. Normalement, je préfère mettre des pincettes, on sait jamais en ce moment. Le 49.3, le budget devrait passer via le 49.3 et les censures ne devraient pas passer, étant donné que le PS avait déclaré qu'il ne voterait pas la censure. J'espère qu'après ce podcast, je ne me sois pas planté et que la censure est arrivée. Bref, le budget a été enfin adopté après des mois de bataille via le 49.3. Est-ce que ce budget est un budget hors de prix ? C'est un budget socialiste très néfaste pour le pays. Donc oui, il est hors de prix. Il achète la stabilité à un coût qui est beaucoup trop élevé. Et que si j'étais parlementaire, je n'aurais pas accepté de payer. Voilà. Donc je pense que c'est une folie. Au fond, le problème financier de la France, c'est qu'on a trop de dépenses, trop d'impôts qui découragent la croissance et du coup trop de déficits et trop de dettes. Et ce budget est un budget avec plus de dépenses, plus d'impôts, et donc on aura moins de croissance et plus de dettes. Donc c'est un budget qui est très mauvais pour notre pays. C'est même pas qu'il colmate des brèches, parce que ça aurait été parfaitement entendable. On sait bien qu'il y a une situation politique et parlementaire qui fait que c'est très compliqué de faire la grande réforme de la sécurité sociale, le grand re-engineering de l'État. On sait bien qu'on ne va pas le faire maintenant. Donc on aurait pu imaginer un budget qui colmate les brèches. Mais là, il ne fait pas ça. C'est un budget qui accroît les maux de l'économie française, et en particulier les maux en matière de finances publiques. Cette idée de prolonger la surtaxe des entreprises, par exemple, mais je pourrais prendre plein d'autres exemples, est une folie. Elle va amener, pour les très grosses entreprises, le taux d'imposition sur les bénéfices à 35-36%. Enfin, je veux dire, là où beaucoup de pays sont à 15%. Ouais. Au regard de tout ce qu'on vient de se dire dans la première partie de ton podcast, c'est-à-dire que les entreprises ont besoin aujourd'hui de réaliser des investissements qui sont gigantesques. C'est une folie. Et comment ça se fait qu'on a de telles dérives budgétaires et qu'on n'arrive pas à réduire notre déficit, qu'on n'arrive pas à réduire notre dépense publique et du coup on ne fait qu'augmenter les impôts pour ne pas réduire justement cette dépense publique structurelle ? Parce qu'on n'a jamais regardé le sujet de la dépense publique, parce que tout le monde dit, on parle de la dépense publique, mais personne n'a jamais regardé sérieusement ce sujet de la dépense publique. Il y a 2 façons de l'aborder. Il y a un sujet de court terme où il y a beaucoup de choses à faire en réalité. Il y a encore beaucoup de choses qui sont à corriger, notamment dans le domaine social. Je te prends un exemple très concret. Guillaume Kasbarian, quand il était, qui est un parlementaire remarquable, il a été éphémère ministre de la fonction publique. Il avait voulu réintroduire des jours de carence dans la fonction publique pour limiter les arrêts maladie qui ont explosé dans la fonction publique. Courage Fillon, évidemment, ça n'a pas été retenu. Il a perdu son poste au moment du remaniement. Lui, il était dans le gouvernement Barnier. Mais voilà, ça, typiquement, c'est une vraie mesure. C'était une vraie mesure. Bon, de la même façon que dans la fonction publique territoriale, là je parle pas de l'État, mais dans la fonction publique territoriale, demander aux agents de la fonction publique, là où ils font 32 heures, de passer aux 35 heures, et donc en contrepartie de diminuer les effectifs en bénéficiant des départs en retraite, ça c'est Donc ça, c'est des choses qu'on peut faire tout de suite. Donc ça, c'est la question de la dépense à court terme. Et il y a beaucoup d'autres choses à faire, dans l'aide au développement, il y a beaucoup de dépenses qui ne vont pas et qu'on peut réduire. Donc là, il y a des milliards à trouver. Et ça, en fait, franchement, on s'enferme 30 minutes dans une pièce entre gens de bonne volonté. Les 30 milliards, on les trouve. 30 milliards sur 1700 milliards de dépenses publiques. Oui. On les trouve. Bon, ça, c'est le premier sujet. Et après, tu as un deuxième sujet, très important, mais ça, c'est un sujet pour la campagne présidentielle, qui est celui de l'adaptation de l'État-providence et de notre État au contexte pour faire en sorte que tout ceci soit plus efficace à moindre coût. Je te donne un exemple très concret. Le Parlement britannique a publié une étude qui montre que l'utilisation de l'intelligence artificielle au sein des sphères administratives britanniques permet de faire des économies, je les convertis, je te le donne pas à l'euro près, mais c'est à peu près de l'ordre de 30-40 milliards d'euros
par an. Voilà. Donc ça c'est très intéressant. Ça, c'est le sujet de la réorganisation de l'État qui demande sans doute des mesures un peu nouvelles et un peu imaginatives, comme l'évolution, voire la suppression du statut de la fonction publique. Moi, j'y suis favorable. En matière sociale, on a un grand sujet de retraite, avec une magnifique réforme à faire sur les retraites, qui est passer à un système à points, ce qu'avait voulu faire Édouard Philippe, mais il n'avait pas bien expliqué, ça n'avait pas été compris, mais parce que ça avait été pas bien expliqué, mais donc un système à points où tu veux partir en retraite à 60 ans, tu pars en retraite à 60 ans avec la pension qui correspond au fait d'avoir travaillé, mais tu veux partir en retraite à 73 ans, tu pars en retraite à 73 ans avec une pension importante. Tout ça, c'est des calculs d'actualisation qui sont tout à fait simples à faire. Donc, là, une part répartition à points, et on ajoute, bien évidemment, une part par capitalisation, puisque aujourd'hui, le rendement du système par répartition, il est de 0. Le rendement de la capitalisation, c'est de 5-6% par an. Pas priver les Français d'argent. Bon, surtout de l'argent des dividendes, enfin des entreprises en plus. Bon. Donc, il faut faire ça. C'est très bien étudié techniquement. Bertrand Martineau a fait une note pour la Fondapol qui explique très concrètement comment amorcer la pompe d'un système par capitalisation. Donc ça, c'est le sujet des réformes. Voilà. Donc tout ça est absolument passionnant. Mais pour répondre à ta question, pourquoi on ne réduit jamais la dépense et pourquoi on ne fait qu'augmenter les impôts ? Pour une raison culturelle et intellectuelle, qui est qu'on considère, il y a un consensus chez les politiques, qui est qu'on ne peut pas réduire la dépense. Manque de courage politique. Que c'est pas possible. Oui, manque de courage, manque d'imagination, mais aussi une question purement idéologique. Quand Christelle Morançais, présidente de la région Pays de la Loire, a diminué l'année dernière les dépenses de fonctionnement de sa région, de quelques millions. Elle les a diminuées de, je ne sais plus, 5 ou 6% du total de ses dépenses de fonctionnement. C'est formidable. Elle a eu beaucoup de courage. Elle aurait dû être applaudie à deux mains. Elle a montré l'exemple de ce que devait faire l'État. Bon. Tout le monde lui est tombé dessus, notamment parce qu'elle avait un peu réduit les subventions dans la culture, sur quoi elle avait, à mon sens, parfaitement raison. Parce que quand vous aimez la culture, ce qui est mon cas, vous ne considérez pas que le stade ultime du financement de la culture, c'est les pouvoirs publics. Ça, c'est une vision, en fait, extrêmement étriquée de la culture. Donc, on aurait pu l'aider à argumenter, ou ses collègues présidents de région auraient pu l'aider à argumenter dans ce sens. Courage Fillon, tout le monde lui est tombé dessus, alors que ce qu'elle avait fait était absolument remarquable. Mais tout le monde lui est tombé dessus, pour répondre à ta question, non pas simplement pour des raisons de manque de courage, il y a de ça, hein, évidemment, mais aussi pour des raisons idéologiques. C'est-à-dire qu'il faut vraiment qu'on remette l'agenda libéral. Ces dernières années, c'est les socialistes qui ont eu l'initiative en matière de proposition. Typiquement la taxe Zuckman. Ouais. Grand délire, n'importe quoi. Je sais pas, tu connais le truc par cœur et je vais pas revenir là-dessus ici, mais il a eu l'initiative. Les libéraux n'ont pas d'initiative. Donc il faut que les libéraux reprennent l'initiative avec des propositions fortes. Moi, j'en ai fait une, par exemple, que j'ai publiée dans l'Express. Supprimer complètement la fiscalité sur les dividendes. Voilà, parce que je considère qu'on a besoin d'un choc de capital dans notre pays. Et donc, j'ai considéré qu'on pouvait supprimer complètement la fiscalité, les impôts, pas les prélèvements sociaux, mais les impôts sur les dividendes, 0, 3-4 milliards d'euros par an, financés par une diminution des aides aux entreprises. Voilà. Et donc, il faut que les libéraux fassent des propositions comme ça. Mais des propositions d'ordre économique et des propositions concrètes. Pas diminuer la dépense, comme le disent beaucoup de mes amis. Ah oui, diminuer la dépense, faut diminuer la dépense. D'accord, mais c'est pas le sujet. C'est t'es ministre du budget, comment tu diminues? Tu commences par quoi? Qu'est-ce que tu fais concrètement? C'est ça ce qui est difficile. C'est pas des grands principes. Pour relancer la croissance, faut diminuer la dépense, faut simplifier. La simplification, le sujet de la simplification, personne ne l'aborde concrètement, à part l'un de mes amis que tu connais, qui s'appelle Raphaël Dohan, historien absolument remarquable, qui, lui, a fait des propositions sur la simplification en disant, grosso modo, il faut peut-être regarder, je développe ça dans mon livre, du coup, ce qu'a fait Napoléon quand il a fait le Code civil, en 1804. Ouais, donc il faut avoir des orientations
précise comme ça, pour les libéraux. Donc il faut que les libéraux reviennent à l'initiative, parce que là, ils jouent en fond de cours, en fait, et ça va pas. Et c'est les socialistes qui sont à l'initiative. C'est vrai qu'on a, tu l'as rappelé avec Raphaël Dohan, justement, on a un gros problème de surréglementation. Et Raphaël, justement, prend l'exemple du plan Mlesmer. À l'époque, on était capable, c'était en 70, entre la prise de décision, le premier coup de pioche et le premier kilowattheure qui sortait d'une centrale nucléaire, fallait 5 ans. 5 ans entre la décision et le premier kilowattheure. Aujourd'hui, il faut entre 15 à 20 ans. Mais pas parce qu'on est moins bon pour empiler les briques, mais juste pour des questions réglementaires. Mais aujourd'hui, justement, avec ce déficit qu'on n'arrive pas à réduire et autres, on va un peu vers la mort de notre modèle social, parce que le modèle social avait été conçu pour une croissance dynamique et pour une démographie dynamique. Or, ces deux conditions ne sont plus vraiment réunies aujourd'hui. Alors, sur la démographie, tu as tout à fait raison. Sur la croissance, j'en sais rien. On va voir. Revenons à ce qu'on se disait tout à l'heure, au début de notre conversation, où tu sais pas comment vont évoluer les gains de productivité ces prochaines années, mais tu peux parfaitement avoir des anticipations tout à fait positives. Moi, c'est mon cas en termes de croissance à moyen terme. Mais simplement, il faut faire évoluer notre modèle social, parce que quand on l'a conçu, la démographie n'était pas la même, la technologie n'était pas la même, les attentes de nos concitoyens n'étaient pas les mêmes. Donc, en fait, on a un système social qui est formidable, mais qui n'est pas du tout adapté au contexte. Je prends un exemple concret sur lequel j'ai beaucoup réfléchi et travaillé. La question de la santé. On a le système de santé des années 90 aujourd'hui. On a un système de santé qui est très centré sur l'hôpital, sur les urgences, avec une médecine de ville qui est un peu moyenâgeuse, dans laquelle il n'y a pas beaucoup, déjà qui est pas très développée, mais dans laquelle il n'y a pas beaucoup de technologie, on fait pas de prévention. Mon espace santé, c'est bien, hein, mais il y a des bugs, c'est pas complet, etc. Donc, on voit qu'on a un système de santé qui n'est pas du tout adapté à la situation technologique actuelle, aux attentes de nos concitoyens. Donc, il y a un champ fantastique en matière de santé aujourd'hui pour introduire les technologies dans le système, introduire l'IA dans le système, faire de la prévention, développer une médecine de ville qui soit très tech, où quand tu vas chez ton généraliste, tu peux déjà faire des examens, et où l'hôpital n'est que le lieu dans lequel tu vas en dernier recours. Donc, il y a tout ça qui est absolument fantastique à imaginer. Mais là, pareil, hein, quand on fait un PLFSS, on taxe les mutuelles, quoi. Mais on n'a pas vraiment de réflexion là-dessus. On ne pense vraiment qu'en termes... En fait, ce que je suis en train de dire, hein, c'est toute la différence entre une logique paramétrique et une logique systémique. C'est-à-dire qu'on ne fait que du paramétrique, notamment en matière de santé, mais on n'a pas de réflexion au niveau systémique. Et d'ailleurs, la santé est un magnifique sujet pour les libéraux, parce que ce qui manque aujourd'hui dans le système de santé, c'est la liberté, en fait. Les normes dont tu parlais tout à l'heure, dans certains secteurs, c'est vraiment devenu un cauchemar absolu, et en particulier dans ce secteur. Et il faut discuter avec les syndicats, mais enfin, il ne faut pas non plus prendre à la lettre tous leurs arguments, parce que les syndicats, je dirais un peu par construction, sont corporatistes et un peu passéistes. Donc, voilà, faut aller de l'avant. Ok, et j'en parlais tout à l'heure, on a un vrai problème de démographie aujourd'hui, parce qu'en 2025, on a eu 645 000 naissances et 651 000 décès, donc on a perdu 6 000 personnes, sans prendre en compte l'immigration, bien sûr. Aujourd'hui, c'est un véritable choc. La France faisait exception parmi les pays de l'Europe avec parce qu'on avait plutôt une bonne natalité quand on compare par rapport aux autres pays européens. Aujourd'hui, on ne fait plus de bébés. On est à moins de 2 bébés, 2,1 bébés par femme, donc c'est-à-dire le cycle au minimum pour se stabiliser. Ça, c'est un vrai changement qu'il va falloir prendre en compte dans les années à venir. Comment on peut faire pour essayer de relancer la natalité, bien qu'on voit que dans d'autres pays, les plans de relance de natalité ne fonctionnent absolument pas. Donc la réponse est un peu dans ta question, c'est-à-dire que je pense que c'est très difficile en fait de relancer. Pas de solution magique. Non, pas du tout en matière de natalité. Non, j'en ai pas du tout, parce que je pense que en fait les choix, c'est les choix les plus importants qu'on fait dans la vie, donc qui correspondent, le choix de faire des enfants, combien d'enfants, etc. Donc c'est des choix qui correspondent à des aspirations qui sont extrêmement fortes, et c'est très difficile pour une politique publique d'infléchir ça. Donc, je pense que il faut faire davantage de crèches, je pense qu'il faut faire davantage de logements, mais je suis pas dupe sur le fait que ça n'est pas parce que tu investis dans la petite enfance que les gens vont faire davantage d'enfants. En réalité, ce sera peut-être le cas, mais à la marge.
Après, on reviendra peut-être dans un cycle intellectuel, culturel, de confiance dans l'avenir, dans lequel les gens feront davantage d'enfants. C'est tout à fait possible qu'on ait ça. Mais je suis assez lucide sur l'impact des politiques publiques pour faire remonter la natalité. Tu l'as dit, le phénomène auquel on fait face en France, c'est un phénomène absolument mondial. En réalité, il n'y a pas un pays qui... Oui. Même les pays qui ont des taux de fécondité très élevés, Comment ça baisse? ça baisse. En Afrique subsaharienne, ça baisse. Donc on voit que là, on a quelque chose qui est quelque chose qui répond à des facteurs qui sont structurels et qui sont très lourds. La question économique, j'y reviens. Donc c'est le sujet dont on parlait tout à l'heure, c'est est-ce que les gains de productivité vont compenser, en termes de croissance, en termes d'impact sur la croissance, les pertes démographiques. C'est ça, sachant que on compte pas beaucoup sur l'immigration, parce qu'il y a un consensus, quoi qu'on en pense. Aujourd'hui, dans tous les pays développés, les populations veulent réduire considérablement l'immigration. C'est vrai partout. C'est vrai en France, c'est vrai partout. Donc, faisons l'hypothèse que, pour l'instant, il n'y aura pas énormément de flux migratoires. Okay. Bon, voilà. En réalité, ça veut dire qu'il reste plus que la techno. Et là, je suis assez optimiste. C'est-à-dire, est-ce que la robotique, les humanoïdes, etc., hybridés à l'IA, ça va permettre de remplacer... Oui. En fait, moi d'ailleurs, les robots, je vois ça comme une vague d'immigration qualifiée. Une nouvelle immigration, du coup. Comment ? Une nouvelle immigration, en fait, qui viendrait compenser notre exactement. démographie en berne. Oui, okay. Exactement. Pour moi, les robots, c'est des immigrés qualifiés, et qui vont venir travailler dans les secteurs dans lesquels il y a des pénuries de main-d'œuvre. L'agriculture, par exemple, l'industrie. De toute façon, il n'y a pas un dirigeant d'industrie aujourd'hui, d'usine, et je ne parle pas des agriculteurs, qui ne t'explique pas qu'il a des difficultés de recrutement. Oui, bien sûr. Dans l'hôtellerie, restauration aussi, enfin, pour multiplier. Voilà. Après, il y a des métiers où oui, moi, j'ai pas envie d'être servi par un robot, et quand je suis à l'hôtel, j'ai pas envie d'être. Voilà. Mais dans l'agriculture, par exemple, la robotique humanoïde, elle peut être très utile. Tu vois ? Okay. Donc, de ce point de vue-là, on va avoir, et là je suis assez d'accord avec Elon Musk, une inflation du nombre de robots ces prochaines années qui va permettre de compenser l'impact négatif sur la croissance de la démographie. Et le sujet dans les entreprises, mais le grand sujet sociétal, ce sera que l'humain va devenir rare. Ce qui est une très bonne nouvelle pour l'humain. Okay. Parce que ça va lui donner beaucoup plus de valeur. Ça marche. Et j'avais une autre question, est-ce qu'on entend beaucoup les riches deviennent de plus en plus riches, les riches deviennent des ultra riches. Est-ce qu'on assiste vraiment à une explosion des inégalités de patrimoine ou de revenus en France ? Alors en France, non. Alors en France, monter des inégalités de patrimoine, oui, ça c'est documenté, mais c'est lié tout simplement au fait que comme on a un marché du logement qui est très malthusien, les prix du logement ont beaucoup augmenté parce qu'il y avait de la demande ces dernières années pour des raisons économiques, pour des raisons démographiques, de décohabitation des ménages, etc. Donc, augmentation du célibat, donc augmentation de la demande de logement, une offre qui est qui progresse très peu. Donc, du coup, on a eu une inflation des prix du logement. Et évidemment, pour ceux qui sont propriétaires, ça fait monter la valeur des logements dans le patrimoine. Donc, ça crée une inégalité, forcément. Patrimonial. Bon, en matière d'égalité de revenus, on ne voit pas de montée des inégalités après redistribution, où elle est extrêmement marginale. Et moi, je pense même que la France est un pays trop égalitaire. C'est-à-dire que je pense que la redistribution est trop forte et que le problème de la France, c'est pas la montée des inégalités, c'est l'obsession égalitaire. On a des études de l'INSEE, tu les connais sans doute, qui montrent que si on prend le ratio du dernier décile de revenus sur le premier décile de revenus, si on passe après redistribution, on passe d'un ratio de 1 à 8 à un ratio de 1 à 3. Je pense que c'est pas assez. Je pense qu'on a une société qui corrige trop les inégalités monétaires, qui ne s'intéresse pas assez à la racine des inégalités, c'est-à-dire les questions de formation, d'éducation, de lecture. Donc je pense que en fait, je pense qu'on ne prend pas le sujet des inégalités au sérieux, qu'on le traite de façon extrêmement superficielle et qu'on confond inégalité et injustice. Donc on se dit, on va corriger les inégalités, il faut toujours plus de redistribution, etc. Alors qu'on a un vrai problème d'injustice, c'est-à-dire de formation des inégalités à la racine du processus de production. Voilà. Okay. Donc là, j'ai bien conscience que je suis complètement à contre-courant en disant que pour moi, les inégalités non seulement ne sont pas un frein, mais j'ajoute qu'elles sont peut-être même insuffisantes dans notre pays. Après,
Moi, la philosophie libérale à laquelle j'adhère, de toute façon, c'est celle de John Rawls. C'est-à-dire que les inégalités ne sont pas un problème à partir du moment où, au fond, la situation des plus faibles s'améliore. Donc, quand je vois les milliardaires en France, Arnaud, Pinault, Niel, etc., mais moi, la seule chose que j'ai envie de dire, c'est d'une part, merci, mais d'autre part, ce que je regrette, c'est que vous soyez aussi peu nombreux. Ok. Quand je vois LVMH, moi, je me dis que le problème de la France, c'est qu'il nous faudrait un LVMH de l'agroalimentaire, un LVMH de l'énergie, un LVMH de l'automobile. Et qu'on les a pas. Donc c'est ça pour moi le problème. Et on les a pas par manque de compétitivité par rapport à notre fiscalité qui est trop élevée. Notamment, bien sûr. Ok. Complètement. On a une fiscalité qui décourage la réussite. Et d'ailleurs, dans tous ces débats sur la fiscalité, il y a la question économique, mais il y a aussi la question sociale. Quand le nouveau Front populaire nous expliquait, lors de la campagne des législatives de 2022, que, grosso modo, au-dessus de 5 000 euros par mois, il fallait tout prendre. Mais moi, mon contre-argument était évidemment un contre-argument économique, mais c'était surtout un contre-argument social. Le message donc qu'on envoie aux Français, c'est surtout ne réussissez pas. Surtout, parce qu'on n'aime pas ça. On veut pas de gens qui construisent leur vie et qui ont de très bons revenus et qui arrivent à construire un patrimoine. On veut pas de ça en France. Ben, je suis en désaccord radical avec ça. Moi, le message que j'ai envie d'envoyer aux plus jeunes, c'est au contraire, restez en France, ou pour les autres, venez en France, parce que on va construire un système fiscal qui va vous permettre de réussir, de gagner de l'argent et de le réinvestir en France. Donc, moi, j'aime la différence, j'aime la réussite, et j'aime les gens qui réussissent. Et je considère qu'il est juste que les gens qui réussissent tirent les bénéfices de leur réussite. Ok, mais justement cette obsession en France pour l'égalitarisme, pour le fait qu'on n'aime pas que d'autres personnes puissent gagner plus d'argent que nous, ça vient d'où? Enfin, comment on l'explique? Je pense que ça vient... Je suis pas sûr qu'il y ait des racines, en fait, si profondes que ça. Là encore, c'est un point que j'essaie de développer dans mon livre. Je pense que la France est un pays beaucoup plus libéral qu'on ne le dit. Okay. Que là, on n'est pas dans une séquence libérale, mais que... quoi que certains en pensent, mais que la France a eu beaucoup d'intellectuels, de dirigeants libéraux. J'explique, Henri IV était un grand libéral, par exemple. Le général de Gaulle était évidemment un grand libéral. De Gaulle, quand il est arrivé en 58, il a demandé à Pinel de remettre de l'ordre dans les finances publiques, et il a appelé, pour dessiner la politique économique de la France, il a appelé Jacques Rueff, l'économiste le plus libéral du pays, qui lui a rendu un rapport de 40 pages. Et De Gaulle a dit, j'ai beaucoup aimé, je ne sais plus la formule exacte, mais c'est un rapport qui avait beaucoup d'allant. J'ai dit au gouvernement, appliquez tout. Voilà. Donc, je ne crois pas du tout qu'il y ait un gène anti-libéral de la France. Je pense simplement que ces dernières années, il n'y avait pas assez de libéraux dans le débat public. On n'était pas assez nombreux. Ou on ne s'exprimait pas assez. Ou des libéraux ont peur de leurs idées. Ils ont peur de dire qu'il faut réduire la dépense publique, ils ont peur de dire qu'il faut réduire les impôts, ils ont peur de dire que être riche, c'est super. Voilà. À partir du moment où on a peur de ces idées, le combat est perdu. Ok. Alors, tu l'avais déjà un peu évoqué tout à l'heure, je vais faire exprès un peu de provoquer, tu penses que retraite à 62 ans ou plutôt 64 ans? Je pense que la suspension de la réforme des retraites est une folie qui condamne notre pays et que les gens qui ont fait ça sont des irresponsables. Ceux qui l'ont proposé, ceux qui ont œuvré pour, mais aussi ceux qui l'ont accepté. Voilà. Après, la démographie dont tu parlais tout à l'heure fait que on peut pas continuer avec ce système à 100% par répartition, focalisé sur l'âge légal ou la durée de cotisation. Parce qu'en fait, ça va jamais s'arrêter. Oui. Donc là, la réforme Macron passait à 64 ans, mais de toute façon, après, il y aurait une réforme pour passer à 65, 70, 67 ans. Donc ça ne s'arrête jamais. C'est pour ça que je pense qu'il faut passer à autre chose avec un système à points et de la capitalisation. Mais système à points, c'est très important parce que moi, je connais des gens qui travaillent à 80, 90 ans, voire plus. Aux États-Unis, il y a des profs d'université qui ont 95 ans. L'autre jour, un de nos grands violonistes me disait que dans les conservatoires qui sont publics en France, on ne peut pas travailler au-delà de 70 ans. C'est ridicule. Mais on a
les plus grands concertistes du monde, qui sont fatigués de faire des tournées mondiales, qui veulent devenir professeurs de conservatoire à 72 ou 75 ans. Ils sont en pleine forme. Les plus grands concertistes du monde. Et ils veulent faire ce métier. Et on leur dit non. Ça va pas, non? Donc ça, c'est des changements simples. De dire, vous voulez travailler? Vous avez 90 ans, vous voulez travailler? Mais fantastique. C'est ce qui se fait dans les professions libérales. Il y a aujourd'hui des médecins qui ont 80 ans. Oui. C'est très bien. Après, se pose quand même peut-être des bilans pour voir s'ils ont, pour leurs acquis. C'est facile à réguler, ça. Oui, c'est facile à réguler. C'est très facile. Je veux dire, moi, je suis élève pilote, j'apprends à piloter des avions en ce moment. Il y a des examens, il n'y a pas de limite d'âge. Il y a des examens médicaux tous les ans. Ouais. Je vois pas ce qui est compliqué là-dedans, en fait, hein, très honnêtement. Ok. Bon. Professeur de conservatoire, franchement... Il n'y a pas grand risque. Non, je veux dire, il y a un moment où il faut quand même remettre l'église au milieu du village, quoi. Il n'y a rien de grave, hein. Ok. Alors, je vais passer à notre prochain sujet, c'est le Mercosur, qui a fait couler beaucoup d'encre. En France, la majorité de nos parlementaires sont opposés, que ce soit la gauche dans son ensemble, le RN, même le centre-droite, là j'ai vu récemment. Emmanuel Macron, notre président, s'est opposé au Mercosur. Bon, il est quand même passé à la majorité qualifiée à Bruxelles. Là, il y a une suspension du Mercosur parce que les députés européens ont voté pour la saisine de la Cour de justice européenne. Est-ce que ce Mercosur est un mauvais accord? C'est un excellent accord, je suis à fond pour. Et là encore, beaucoup de libéraux étaient un peu sur la défensive. Oui, c'est un très bon accord pour l'industrie, pas forcément pour l'agriculture, mais il faut quand même... Non, c'est un très bon accord pour l'agriculture française aussi. Déjà, le comportement de la France avec le Mercosur, c'est vraiment le comportement d'un vieillard qui a peur de sortir de chez lui, quoi. C'est pas du tout l'image que j'ai de la France, en fait. Hein. Je reviens d'ailleurs aux mémoires d'espoir du général de Gaulle. Il évoque cette question du protectionnisme, puisque lui était un grand libre-échangiste. Et sa formule, c'est quelque chose comme le protectionnisme, protection peut-être, médiocrité certaine. Voilà. Je crois très exactement ça. Quand on regarde les choses un peu précisément et concrètement, parce que le débat public est incroyablement superficiel. Donc sur le Mercosur, chacun y allait de sa petite idée, de l'image qu'il se faisait de l'agriculture, et puis les agriculteurs, on les aime bien, ils ont plein de problèmes, donc faut les protéger, et puis l'Argentine, la viande argentine, c'est méchant, etc. Le niveau d'analyse, elle est quand même pas beaucoup plus loin que ça. Donc regardez les choses précisément, parce que c'est bien de savoir de quoi on parle quand on s'exprime, même si je sais que cette idée peut sembler un peu baroque. L'agriculture française, où est-ce qu'elle gagne des parts de marché, où est-ce qu'elle perd des parts de marché? Elle perd des parts de marché à l'intérieur de l'Union européenne. Donc, c'est pas le problème de l'Europe. C'est pas le problème des directives européennes. Si on perd des parts de marché par rapport à l'Allemagne. Où est-ce qu'elle gagne des parts de marché, l'agriculture française? Loin. Les débats qu'on a eus sur le Mercosur ces derniers jours, t'es trop jeune, mais on avait les mêmes sur le CETA, le Canada, il y a 20 ou 25 ans. Qui est un très bon accord. Résultat de tout ça, les agriculteurs français, ils sont ravis du CETA. Donc, heureusement qu'on l'a signé contre leur avis, d'une certaine façon. C'est exactement ce qui se joue là avec le Mercosur. Déjà, le Mercosur est un accord très protecteur pour les agriculteurs, puisqu'il y a des quotas, comme dans tous les traités de libre-échange, et ces quotas, notamment sur l'élevage, sont très bas. Donc, ils ne sont pas de nature à déstabiliser l'agriculture européenne. Toutes les appellations d'origine contrôlée, par définition, elles profitent d'un accord comme celui-ci. Donc c'est un accord qui ne peut pas être mauvais pour les agriculteurs qui sont le plus en concurrence avec les Argentins, parce que les quotas sont trop bas, mais pour tous les autres, il est bon. Et pour l'industrie européenne, et française en particulier, il est très bon. Donc je me désole absolument de la méconnaissance ou de la démagogie des uns et des autres quant à cet accord. Et j'espère bien qu'il va s'appliquer. Et on en reparlera dans 20 ans. D'où viennent les problèmes des agriculteurs? Ils viennent pas de l'Argentine. Les problèmes des agriculteurs, ils viennent d'une part, du niveau du coût du travail, c'est très documenté, qui est beaucoup trop élevé en France par rapport à nos concurrents européens, pas d'Afrique subsaharienne, européens. Première chose. Deuxième chose,
la surtransposition délirante par le Parlement français des règles européennes. Quand l'Union européenne limite l'utilisation d'un principe actif, la France l'interdit. Donc les rendements baissent, sans aucun gain du point de vue écologique. Les rendements baissent, donc on perd de la compétitivité. Et donc nos consommateurs achètent des produits allemands ou belges ou hollandais. Donc il vient de là le problème des agriculteurs. Il vient pas du Mercosur. Le Mercosur, comme la dermatose, sont des déclencheurs, mais en aucun cas la cause du problème de nos fantastiques agriculteurs. Que je connais bien, je fais beaucoup d'interventions dans les coopératives agricoles, et leur malaise vient aussi du fait qu'ils aimeraient bien être traités pour ce qu'ils sont, c'est-à-dire des dirigeants d'entreprise, et pas des sous-traitants du ministère de l'Agriculture. Parce que ce sont des dirigeants d'entreprise qui sont des très grands utilisateurs de technologie. Moi, quand je vais faire mes conférences en province, quand je parle des véhicules sans chauffeur ou de la génétique, parfois on me regarde en disant il fait de la science-fiction, etc. Mais les agriculteurs, ils comprennent parfaitement ce que je dis parce que eux, ils utilisent toutes ces technologies. Et donc eux, la météo de prévision, les technologies spatiales, la génétique, les tracteurs autonomes, ils connaissent par cœur tout ça. La robotique, j'en parle pas. Parce que c'est leur quotidien. Donc ils sont à la pointe de l'utilisation de l'innovation et ce sont des entrepreneurs. Donc il faut les considérer comme tels. Ok. Mais c'est vrai que tu as dit que les quotas étaient très peu élevés. Je m'étais amusé à regarder un peu dans le détail. Je crois que la volaille, par exemple, on va apporter que 1% de la production européenne de volaille. Donc on voit que ça n'a pas tant impacté que le prix que ça. Il y avait des sécurités sanitaires absolument folles qui ont été mises en place, et tant mieux pour les consommateurs français et européens. Effectivement, le CETA était un très bon accord et on l'a complètement oublié alors qu'on avait les mêmes oppositions à l'époque. Alors je vais passer sur un autre sujet, toujours un peu dans la géopolitique. Donald Trump a mis en place des droits de douane par rapport aux exportations européennes. Ces droits de douane, quelles conséquences ont-ils sur les Américains et sur les Français ? Alors, ils ont des conséquences très négatives sur les Américains. Tout se passe comme on l'avait prévu. Bon, l'analyse économique, parfois, manque de caractère prédictif, etc. Mais la théorie du commerce international, elle est quand même très développée, elle est très fiable. Et on était un certain nombre, il y a un an, à avoir écrit là-dessus. Emmanuel Comble aussi, qui est l'un de nos plus grands spécialistes sur ces sujets-là. Il est parfaitement documenté, du point de vue théorique et empirique, qu'une politique protectionniste se retourne en premier lieu contre celui qui l'amène. Bingo, c'est très exactement ce que l'on observe depuis un an. Donc, on a pas mal de travaux là de think tank qui commencent à sortir, puisque le Liberation Day de mémoire, ça devait être début avril, quelque chose comme ça. Donc, on va arriver à un an, donc on commence à avoir des choses. 95-96% à peu près des droits de douane sont payés par la chaîne de valeur américaine, essentiellement par les entreprises, et dans une moindre mesure par les consommateurs. Mais ça va quand même être de plus en plus être payé par les consommateurs. Donc il va y avoir un transfert. Voilà, donc les prix remontent un peu, d'où la question sur les anticipations d'inflation aux États-Unis. On voit qu'on a quand même une inflation qui est quasiment encore à 3%, donc qui est supérieure à ce qu'on a en France, par exemple, notamment en raison de cette question des droits de douane. Donc cette politique, elle est payée, elle heurte avant tout l'économie américaine. Est-ce qu'elle a eu un effet positif ? Puisque je rappelle quand même que la justification par l'administration Trump de cette politique de droits de douane, c'était la réindustrialisation des États-Unis dans les secteurs traditionnels. Bon, tu regardes, l'emploi industriel, il continue de baisser. La production industrielle, elle continue de baisser sans aucune inflexion. Mais en revanche, les mises en chantier de surface d'usines qui avaient explosé sous Biden en raison de la politique industrielle qui s'appelait l'Inflation Reduction Act, c'était des réductions d'impôts, des crédits d'impôts, des réductions d'impôts. Ça, en fait, on voit que depuis le Liberation Day, la courbe a arrêté de progresser. Donc, il est parfaitement documenté que cette politique a eu un effet néfaste. Pour les Américains, c'est leur problème. Pour les Européens, évidemment, parce que du coup, on exporte moins. C'est aussi une difficulté pour nous. Et c'est un problème pour nous. Mais là où l'effet négatif a été le plus important, c'est que les États-Unis sont sortis du cadre multilatéral, et en particulier de l'OMC. Les méthodes du président Trump sur tous les sujets, je te le dis comme je le pense, ce sont des méthodes de mafieux.
Ce sont des méthodes de menace en permanence de la part d'une administration qui nous déteste. Tout ceci aura une fin, parce que je ne suis pas d'accord avec ceux qui disent oui, mais c'était, au fond, les États-Unis sont comme ça. Non. Il y a des tas de responsables politiques américains qui ne détestent pas l'Europe. Il y a des tas de responsables politiques américains qui savent et qui comprennent que le multilatéralisme et le droit international, en dépit de tous les défauts que ça peut avoir, de toutes les inefficacités que ça peut avoir, mais c'est quand même mieux qu'un monde dans lequel on vit entre bandes mafieuses, qui est un monde qui n'a pas d'avenir. On y reviendra, mais il est clair que ça désordonne l'économie mondiale. À ceci près que finalement, quand on regarde la croissance économique mondiale, elle n'est pas si basse que ça. Et les flux de commerce se sont assez bien réorganisés. Les entreprises sont plus intelligentes que l'administration Trump. On voit par exemple que, évidemment, le pays qui est le plus impacté par les droits de douane américains, c'est la Chine. En fait, beaucoup d'exportations chinoises, du coup, ne vont pas aux États-Unis, mais vont au Vietnam, en Thaïlande, et passent par les États-Unis. Le président Trump nous a menacé, là, avec l'affaire du Groenland, de droits de douane pas possible. Mais, comme son administration n'est pas très compétente, il menaçait que certains pays, dont la France. Qu'est-ce qui se serait passé si la France avait eu des droits de douane prohibitifs par rapport aux États-Unis? Eh bien, tu aurais vu une explosion des exportations françaises vers le Luxembourg et une explosion des exportations luxembourgeoises vers les États-Unis. Voilà. C'est comme l'eau, le commerce international. L'eau va là où elle peut passer. Ok. Bon, le protectionnisme, tout le monde y est perdant au final. Bah oui, ça a toujours été comme ça. Alors après, moi je suis spontanément pour le libre-échange. Après que dans certains cas très particuliers, sur les voitures électriques chinoises, on mette en place temporairement des droits de douane. Oui. Ok, je suis tout à fait prêt à regarder ça. Mais ça doit être l'exception. Là, les États-Unis en font la règle. Après, pour les voitures chinoises, il y a une exception, c'est que justement le gouvernement chinois subventionne sa libre concurrence, etc. Voilà, et donc il y a du contentieux. Donc voilà, qu'on regarde ça, je suis pas dogmatique, la réalité, ça compte. Je te propose de finir avec un mot de la fin sur le sujet que tu veux, un message d'espoir ou ton prochain livre. Mais en fait, je vais te dire quelque chose qui semble peut-être un peu baroque, vu le contexte dans lequel nous sommes, mais c'est très sincère. Je suis très optimiste pour l'avenir. Je suis très confiant pour l'avenir et je suis très confiant pour l'Europe et pour la France. Je suis très confiant pour l'avenir parce que je pense que la révolution technologique qu'on connaît aujourd'hui va avoir des implications positives, mais dans tout un tas de domaines. Je veux dire, dans la santé, dans l'énergie, ça va nous permettre de lutter contre le réchauffement climatique. On n'en a pas parlé, mais en réalité, c'est un outil de lutte contre le réchauffement. Donc, je pense que ça va être dans le domaine de l'accès à la culture. Je pense que ça va être fantastique, passionnant et fantastique, avec à la clé en plus beaucoup de croissance, beaucoup d'enrichissement pour la société. Donc, je suis très confiant avec ça. Je pense que Trump-Poutine, c'est une bonne chose pour l'Europe d'une certaine façon parce que ça force l'Europe à être adulte. Et je pense que la France, qui est, comme je le montre, le pays du rebond et du redressement, va connaître ça, je ne sais pas quand précisément, bien évidemment, mais va connaître ça forcément ces prochaines années. Et donc, je vois l'avenir, en fait, avec beaucoup de confiance. Ok. Voilà mon mot de la fin. Écoute, on va finir sur ce message d'espoir. En tout cas, merci beaucoup, Nicolas. Merci à toi, c'était plaisir. Merci.